Bonjour, rebonjour. Merci à vous tous d'être de nouveau là cet après-midi pour notre session, deuxième et dernière session. Avec nous, deux intervenants, Isabelle Anatole Gabriel, qui travaille à l'UNESCO, qui travaille sur l'histoire du patrimoine et la construction du cadre de protection internationale de l'UNESCO. Elle est membre de l'ICOM, membre aussi du Getty Conservation Scholar et du Rockefeller Grants. Johannes Bels, merci d'être venu de Suisse pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur adjoint du musée Rydberg à Zurich. Vous êtes intervenant à l'université de Zurich et vous êtes là plutôt au titre de votre représentation au sein du comité de déontologie de l'ICOM, de l'organisation que je préside. Alors, merci d'être là tous les deux. Avec vous deux, Isabelle et Johannes, on passe à l'échelle mondiale, si j'ose dire. Tous les peuples du monde ont envie de conserver leur mémoire. Les musées ont été inventés pour ça, pour conserver le patrimoine d'une civilisation, pour transmettre aux populations leur histoire. Ils leur permettent de la partager en rapprochant les cultures et les générations. C'est de cette manière symbolique et économique qu'ils produisent un certain nombre de valeurs. En cela, ils sont porteurs d'une responsabilité sociale et culturelle, celle d'être des lieux de réflexion critique. Le rôle scientifique des professionnels de musées, c'est celui-là. Les musées doivent aussi repérer ce qui, demain, fera trace de notre culture d'aujourd'hui. Ainsi, ils s'inscrivent dans une trajectoire avec un passé, un présent, un avenir. Je crois que c'était important que dans une journée professionnelle, comme aujourd'hui, on s'arrête sur cela et sur la manière dont on s'en saisit collectivement avec des organisations majeures du champ à l'international que sont l'UNESCO et l'ICOM. Voilà pourquoi nous avons invité cet après-midi nos deux collègues pour nous présenter, d'une part, Isabelle, le rôle des institutions muséales dans l'émergence et la reconnaissance des droits culturels, et vous, Johannes, pour parler du code de déontologie de l'ICOM, qui est notre culture commune. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Juliette, Madame la Directrice du Musée de Bretagne, Madame la Présidente de l'Association des Champs Libres, chers collègues, puisque je suis aussi votre collègue lointaine, puisque je viens du monde des musées, même si je suis depuis aussi de longues années à l'UNESCO. Alors le titre qui est sous vos yeux peut paraître un petit peu, je dirais, prétentieux, grandiloquent. Néanmoins, à y réfléchir de plus près, il me semblait qu'il pouvait répondre de manière assez adéquate à la mise en valeur des apports de l'institution muséale à l'émergence des droits culturels et non pas simplement percevoir l'institution muséale comme une institution qui doit, de manière prescriptive, mettre en œuvre les droits culturels. Et c'est cette histoire longue que j'aimerais, à très grands traits, vous présenter aujourd'hui. Alors, mon intervention se situe dans le temps long, bien qu'il soit très tentant aujourd'hui de penser dans le temps court. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on l'a vu ce matin, on a tendance à croire que les droits culturels sont quelque chose de récent. Volonté aussi de peut-être tentation de réfléchir dans le présent, au vu de la montée des extrêmes et du populisme, qui pose, je pense qu'il faut le dire, qui pose la question des raisons de l'échec de sociétés multiculturelles ou de sociétés pluriculturelles. Cette attention au temps long que je souhaite prendre aujourd'hui vient aussi de travaux de recherche qui ont cherché, comme Juliette l'a dit, à mettre en valeur la montée de l'éthique et de la déontologie dans le droit du patrimoine et dans ce rapport des sociétés avec les témoignages de leur passé. Je pense qu'il est très important d'articuler dans le temps long l'histoire des idées avec l'histoire politique, avec la géopolitique,
parce que c'est une manière aussi de ne pas succomber à une sorte de construction rétrospective des logiques juridiques qui feraient découler les droits du patrimoine des droits culturels, qui découleraient des droits humains. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué et j'espère pouvoir le montrer. Prendre aussi, articuler l'histoire des idées avec l'histoire géopolitique, ça permet de ne pas prendre un acquis normatif, que sont les droits culturels, comme solution définitive et confier ainsi au prescriptif, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et non pas ce qui est, ou ce qu'on a déjà fait. Donc confier au prescriptif la solution pour le futur. Donc, ma formation d'historienne me conduit à faire une histoire de comment ça s'est passé. Et pour décrire comment ça s'est passé, je voudrais commencer par prendre tout simplement le premier article du Code de déontologie de l'ICOM qui stipule « Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l'humanité. » Alors on a abordé, en déconstruisant un petit peu ce matin ce terme de patrimoine culturel et naturel de l'humanité. C'est vrai que cette mention, c'est un petit peu dans le langage naturel aujourd'hui. Et si je prends une perspective de temps long, c'est simplement pour montrer comment, pour faire valoir le rôle instrumental que les arts, avant la dénomination de patrimoine, et leur protection, donc les musées, ont joué dès la fondation de l'UNESCO dans sa mission qui a été de construire une représentation d'une humanité commune, d'une humanité unique. Donc je vais passer rapidement en revue ces 40 années, 4 décennies, dans lesquelles on va passer de notions, on va faire des glissements sémantiques d'une notion à l'autre, c'est-à-dire du rôle des arts dans la construction d'une humanité commune, au remplacement de l'idée de civilisation par celle de culture, et enfin à la démonstration de l'équivalence des cultures par l'affirmation de leurs qualités respectives. Je crois que c'est important de montrer tous ces glissements de sens dans l'histoire, parce que c'est comme ça que l'on peut les ramener aux conditions de leur énonciation, comme on dit, c'est-à-dire les faits politiques et géopolitiques qui les ont mis sur le devant de la scène, et aussi comment, avec quoi ils sont aujourd'hui, ils peuvent être perçus. Donc faire la démonstration, au début de l'histoire de l'UNESCO, faire la démonstration de l'humanité commune, c'était vraiment la mission fondatrice de l'UNESCO. Ça a été énoncé dès 1948 par son premier directeur général, l'idée que l'humanité est une. Il a fallu faire cette démonstration parce qu'on avait déjà, dans un cadre juridique, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, on avait déjà énoncé ce principe. Mais il fallait encore, comme je viens de dire, en faire la démonstration. Et de quoi se saisit-on ? Il faut comprendre qu'on est dans le après-guerre, dans un contexte de grande tension politique, c'est l'installation de la guerre froide. Et donc les arts, ce qu'on appelait encore à l'époque les arts, en raison de leur apparente neutralité, de leur signification esthétique, bien plus que l'éducation et que les sciences, eh bien, les arts sont investis de cette mission programmatique d'être un vecteur de dialogue et de rapprochement, c'est-à-dire d'unité, de construction d'humanité commune. Et le rôle des institutions le rôle des musées, le rôle des institutions muséales a été crucial. C'est aux musées, que l'UNESCO va fonder au cours des premières décennies de son travail dans le domaine de la culture. C'est à eux que l'UNESCO va fonder la tâche de cette démonstration d'une humanité commune, de rapprochement, d'un dialogue entre les peuples à travers les arts. Donc ceci pour dire que la première forme de représentation de l'humanité commune, elle est d'abord culturelle dans les missions de l'UNESCO. C'est de ce travail de connaissance qu'émerge cette notion. Une seconde phase politique importante, géopolitique, c'est la décolonisation. La décolonisation marque une étape fondamentale parce qu'on va sortir de l'entre-soi européen où tout le monde acceptait ce rôle instrumental des arts, neutralité de leur signification esthétique. Et donc là, on va entrer véritablement dans le politique, dans l'usage, l'instrumentalisation
politique du culturel. Pour répondre à ça, puisque bien sûr il y a une séparation des missions au sein des organisations des Nations Unies, c'est à New York, aux Nations Unies, que se traitent des questions politiques des libérations nationales, mais l'UNESCO, dans ses champs de compétences, c'est-à-dire sciences, éducation, culture, elle va aussi jouer son rôle. Donc qu'est-ce que l'UNESCO va faire ? Elle va s'engager dans un très grand programme de connaissances et de documentation des cultures qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, tant il était à la fois systématique et en même temps extrêmement, je dirais, précis, scientifique, savant. Il s'est fondé sur tout le travail que les musées avaient fait depuis plus d'un siècle dans la documentation donc, de cette grande, de toutes les cultures humaines. Et on va donc mettre en valeur de manière quasi systématique toutes les cultures et les sous-cultures des régions du monde. Donc, de cette série d'études va émerger une nouvelle représentation qui n'est plus une humanité unique, mais une humanité constituée de différents peuples. Je sais que ça semble évident de rappeler ce genre de choses aujourd'hui, mais ça s'est construit de manière un petit peu par étapes, et ce sont donc ces étapes, je le dis à nouveau, dont j'essaye de rendre compte. Donc, mais pour faire coïncider cette nouvelle représentation d'une humanité constituée de différents peuples, il va falloir un nouveau montage conceptuel. Comment est-ce qu'on faisait comment on conciliait ça avec la notion d'universalité ? Eh bien donc, ce qui prend le relais du dialogue par les arts, c'est le dialogue des cultures. Et 3 principes vont articuler ce dialogue des cultures, c'est d'une part, et je le répète, c'est comment connaître mieux l'appréciation mutuelle des cultures comme facteur de compréhension internationale. Ensuite, c'est l'identité culturelle comme facteur de développement national et de solidarité régionale. Et troisièmement, c'est la mise en œuvre du droit à la culture comme un droit de l'homme. Donc vous voyez, ce sont ces différentes couches qui vont permettre de réarticuler ce cadre universaliste, fondateur de l'UNESCO, avec la réalité politique et des libérations nationales, de la revendication d'identités différentes. Et c'est de cette manière que, parce qu'il a été perçu à travers un cadre politique, que le respect des cultures va pouvoir être raccroché aux droits fondamentaux. Alors, deuxième aspect, en outre, donc ce nouveau contexte géopolitique de la décolonisation et des libérations nationales, ce contexte géopolitique va mettre en avant un lien, surtout dans les sociétés, dans les pays qui étaient décolonisés, va permettre de mettre en avant le lien entre le passé et le présent des cultures. Par exemple, dans les sociétés latino-américaines, dans les sociétés où les peuples précolombiens sont présents, eh bien, cette revendication culturelle va leur donner la possibilité de réaffirmer un passé présent dans la contemporanéité politique. Et de cette manière, ce lien fait entre le passé et le présent, au niveau du politique, va être la justification de l'usage de la culture pour que ces peuples puissent se définir et puissent se représenter sur la scène politique. Excusez-moi, Donc à partir des années 70, le programme de l'UNESCO s'oriente autour de deux grands principes, deux grandes directions. D'une part, l'identité culturelle, je viens de vous expliquer pourquoi, parce que ça répondait à une situation politique, et d'autre part, la pluralité des cultures, parce qu'il fallait ramener ce nouveau cadre politique à l'intérieur de la mission fondamentale de l'UNESCO. Donc conçu en fait pour rassembler,
par la mise en valeur des contenus de vastes aires géographiques et culturelles. Donc le programme d'études des cultures de l'UNESCO des années 60, 70 et 80 a conduit à l'affirmation des différences culturelles désormais pensées comme des identités nationales. Alors il y a une deuxième grande phase d'articulation entre les événements géopolitiques et les innovations conceptuelles, ce sont les décennies 1980 et 1990. J'aimerais reprendre pour aborder cette phase un autre article du Code de déontologie de l'ICOM, qui est l'article 6, et qui stipule que les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qu'ils servent. Je n'ai pas documenté, peut-être qu'on le fera tout à l'heure, la construction historique, l'historicité du cadre de déontologie, mais je pense que cette phrase a dû être, ce chapitre a dû être aussi mis à jour, à mon avis, dans les années 90, je parle sous contrôle. Et à quoi ça correspond ? Ça correspond à deux grandes phases de revendication géopolitique. D'une part, c'est la montée sur la scène internationale des peuples autochtones, et d'autre part, c'est toute une série de débats à caractère mémoriel, en particulier sur l'histoire de l'esclavage. Alors la première revenir à cette question de la décennie des Nations Unies sur les peuples autochtones, c'est un long débat interne qui va agiter, si je peux dire, les Nations Unies et ses organisations comme l'UNESCO pendant plus d'une vingtaine d'années, qui démarre à fin des années 80, début des années 90, à la suite d'une conférence internationale qui s'est tenue à Vienne sur la nécessité, une conférence internationale qui se tenait sur les droits de l'homme et qui a considéré la possibilité d'ajouter une instance spécifique consacrée aux populations autochtones. Et c'est seulement 20 ans après, c'est-à-dire en 2007, que tout ce travail sur la reconnaissance des droits des populations autochtones va être formalisé dans une déclaration. Ceci, c'est l'histoire normative que je décris. Ceci pour vous faire comprendre qu'après les libérations nationales, c'est bien sûr à l'intérieur même des États constitués que la culture est utilisée pour défendre les droits civiques et les droits politiques, et la question des populations autochtones en est l'exacte démonstration. Parallèlement, et vous ferez très facilement le lien, c'est aussi pendant ces 2 décennies que s'invente la notion de patrimoine immatériel. Alors on en a parlé, mon collègue M. Meyerbeach en a parlé ce matin d'une manière tout à fait franche et directe. Je pense qu'il est toujours possible de déconstruire de manière scientifique, intellectuelle, la légitimité d'un cadre. Je pense que c'est ce que j'essaye sans doute maladroitement de faire. Il est toujours un peu nécessaire de comprendre la complexité, et en particulier les événements de la politique et de la géopolitique pour véritablement comprendre la signification d'un cadre normatif et d'une convention comme celle du patrimoine immatériel. Donc, d'où cela sort-il ? D'où cette convention sort-elle ? Donc, vous avez bien, à grands traits, vous avez bien compris que ces poussées, ces revendications nationales, en utilisant la culture comme un élément de reconnaissance, va, au bout d'un moment, porter ses fruits, et tout ce qui relève des traditions non monumentales, des cultures non européennes, c'est-à-dire la spiritualité, les traditions orales, les langues vivantes, qui concernaient des régions entières du monde, l'Afrique, l'Amérique latine, une partie de l'Asie, et bien cette approche, cet usage de la culture, eh bien va s'exprimer, va se formaliser dans une reconnaissance qui est la Convention du patrimoine immatériel. Elle est poussée par 2 groupes de pays
en particulier les pays d'Amérique latine, parce que, et là, il faut reconnaître aussi tout le travail qui a été fait par l'ICOM International et en liaison étroite avec une revue de l'UNESCO qui a été Muséum International pour mettre en avant tout le travail muséographique en Amérique latine qui ont poussé devant de la scène, à la fois nationale et internationale, ces cultures, les formes culturelles de ces populations, de ces minorités. Donc, voilà, ceci est donc autre raison géopolitique de la montée de la Convention du patrimoine immatériel, c'est l'arrivée du Japon sur la scène internationale. Le Japon est peu présent jusque dans les années 80-90 sur la scène internationale, mais elle va se saisir, elle a une carte à jouer, elle se saisit de cette question du patrimoine immatériel qui correspond pour des raisons totalement autres, différentes des pays latino-américains ou africains à sa propre histoire, c'est-à-dire qu'elle met en perspective et en perspective critique toute cette approche conservatrice de restauration du patrimoine, et elle est plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine vivant. Donc voilà, les raisons géopolitiques de l'appui du Japon à cette convention sont très claires. Donc, pour résumer, c'est ainsi qu'émerge, dans un contexte de revendication politique des droits civiques et des droits des personnes, mais aussi de géopolitique internationale, comme je viens de vous dire, la notion de patrimoine immatériel, donc portée par par le Japon et par les pays latino-américains. Donc là encore, très, très rapidement, ce que je veux vous montrer, c'est que je ne suis pas naïve en voulant vous faire croire que tout ce qui relève du politique est issu de la culture et du scientifique. Non, mais les droits du patrimoine, en tout cas pour ces 40 premières décennies, c'est vrai, comme premières années, ont vraiment porté le fer, ont mis sur le devant de la scène des droits, ont permis de mettre sur le devant de la scène des droits politiques, et en particulier les droits fondamentaux des personnes. Et j'en veux pour preuve que quand il s'agit du cadre normatif, c'est-à-dire des droits, la Convention de 2003 du patrimoine immatériel précède de plusieurs années la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et comme elle précède aussi, pour donner un exemple, l'ouverture du Musée canadien des droits de la personne, donc pour être l'illustration politique de ces acquis scientifiques, musée canadien qui est ouvert seulement en 2009 à Winnipeg, au Canada. Donc je disais que l'autre volet, à côté des droits des populations autochtones de cette... ça va, je suis dans les temps ? L'autre volet dont je voulais vous parler, c'est l'usage de la mémoire. Donc l'usage de la mémoire dans cette reconnaissance, dans cette construction des droits culturels. Là aussi, je voudrais me référer à l'article 3 du Code de déontologie, et je cite « Les musées détiennent des témoignages de premier ordre pour constituer et approfondir la connaissance, et en particulier son sous-paragraphe 3.1. Les collections sont des témoignages de premier ordre, et la politique des musées doit aussi s'assurer que cette démarche n'est pas uniquement dictée par les tendances intellectuelles du moment ou par des habitudes du musée. » Je trouve ce paragraphe extrêmement courageux, extrêmement lucide, sur l'articulation entre innovation scientifique, pression, instrumentalisation, ingénierie sociale du culturel et émission du musée. Effectivement, si on parle de la mémoire de l'esclavage, les institutions savantes, musées, librairies, bibliothèques, ont joué un rôle crucial dans le rendu visible d'une parole, la parole des Afro-Américains, leur présence, par exemple, en Europe. Ces institutions se sont saisies très courageusement de débats de l'histoire, de faire l'histoire de ces communautés, puisqu'il faut, ce n'est pas avant la fin des années 80,
début des années 90 et particulièrement l'année 1992 avec l'anniversaire de la rencontre des deux mondes. Ce n'est pas avant cette date que ces communautés, ces voix communautaires ont pu être présentées, rendues visibles, écoutées, entendues, qu'on a pu faire histoire sur les scènes nationales. Un exemple de comment ça s'est passé, justement, en Angleterre, par exemple, à Liverpool, à la suite de la commémoration de la rencontre des deux mondes, eh bien, la société civile, les communautés revendiquent leur histoire. Ils vont pousser jusqu'à l'ouverture d'un musée, le premier musée de l'histoire de Liverpool, qui ouvre en 1993. Une dizaine d'années après, c'est la reconnaissance du port de Liverpool sur la liste du patrimoine mondial, avec la mention explicite de la fortune de la ville basée aussi sur la traite négrière. Et ensuite, une nouvelle version du musée qui a été ouverte en 2011. Donc, il y a un vrai travail d'effet en retour performatif, je dirais, de l'histoire qui est faite de ces communautés, de ces minorités, sur les scènes par les institutions, donc sur la scène nationale. C'est la même chose pour la France, avec des ports comme Nantes, et je vous renvoie à une série d'ouvrages, en particulier de Renaud Hourcade, sur les ports négriers face à leur histoire. Là encore, les institutions savantes, musées, bibliothèques, archives, ont permis, à travers la mise en avant du patrimoine, que cette histoire soit connue, et donc que ces droits soient aussi, à un moment donné, revendiqués, puisque vous savez qu'en 2001, la conférence de Durban sur la discrimination, la violence et la xénophobie a porté a discuté de la question non pas du remboursement, mais des réparations, merci, des réparations à apporter à ces communautés à la suite de l'esclavage. Donc, là encore, c'est une histoire brossée à très large trait, mais ce que je veux essayer de partager avec vous, c'est que les musées fournissent des représentations qui sont essentielles à la compréhension de ce que c'est qu'une humanité commune, de ce que c'est qu'une humanité unique, et en même temps la pluralité, la diversité de la composition de cette humanité. Et c'est la raison pour laquelle, je viens de le dire, c'est à travers ces institutions savantes que ces grandes idées peuvent devenir performatives, elles peuvent avoir des effets. Alors tout ça a eu des acquis, on a eu des conséquences, toute une série d'acquis théoriques qui ont été issus de ces 40 années. Il y a eu toute une phase beaucoup plus courte, d'une dizaine d'années, de théorisation de ces acquis scientifiques et politiques. Alors, première phase d'analyse et de théorisation, c'est d'abord la décennie mondiale du développement culturel que l'UNESCO a lancée de 88 à 97 et qui s'est clos par un rapport extrêmement important, qui est le rapport de Pérez de Cuéllar sur la diversité culturelle, publié donc en 96, et vraiment pour tous les étudiants qui travaillent sur cette question de diversité culturelle, je vous encourage à reprendre ce livre. Il y a eu aussi 2 rapports mondiaux publiés par l'UNESCO en 1998 et en 2000. Le premier rapport mondial sur la culture de 1998 s'intitulait « Culture, créativité et marché ». Et celui de 2000, « Diversité culturelle, conflit et pluralisme ». Je cite ces 2 livres parce que c'est un petit peu le moment où tout ce qui va relever donc, de cette analyse des acquis théoriques va se transformer en normatif, en juridique, avec la déclaration de 2001, donc sur la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Et très, très simplement, cette déclaration reprend les grandes lignes, non seulement des 2 rapports mondiaux sur la culture, mais aussi du rapport Pérez de Cuéllar. Et c'est dans cette déclaration, je crois que mon collègue Patrice l'a très bien rappelé,
c'est l'expression, l'explication, la présentation des droits culturels est effectivement la plus adéquate. Son article 5 s'intitule « Les droits culturels, cadre propice à la diversité ». Je crois qu'on a là quelque chose d'important dans la formulation, puisque les droits culturels sont présentés comme étant un outil, un instrument pour faire fonctionner, pour rendre compte et faire fonctionner la diversité. Et donc, ce n'est pas simplement un cadre qui vaut en soi. Après la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, il y a eu beaucoup d'autres textes normatifs. On l'a cité, bien sûr, la Convention, j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi la Déclaration de Fribourg, la Convention de Faro, puis après, et je l'ai aussi dit, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je cite tout ça parce que je veux vous montrer qu'il y a là, dans ce très court, ces 5-6 années, un nœud politique qui vient clore un cycle. C'est un cycle qui est tout le cycle dont j'ai essayé de faire l'histoire. Ça clôt un cycle. C'est un cycle qui, oui, a des effets positifs, dans le sens où tout le travail de description des cultures et leur prolongement éthique ont été formalisés par l'émergence, la reconnaissance, l'affirmation des droits culturels et de la diversité culturelle. Donc c'est formalisé dans les politiques publiques. J'en veux pour preuve la Convention de Faro, qui reste tout de même assez générale sur ce que c'est, comment ça fonctionne, mais aussi sur le plan judiciaire. Ça a été aussi rappelé ce matin par Patrice. Et là, deux exemples, comment on utilise cette notion de droit culturel sur le plan judiciaire. Premier jugement, un des premiers jugements de la Cour pénale internationale, pas de la Cour pénale internationale, mais du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui, en 2009, condamne un soldat, un général de l'armée serbe, sur le motif de la destruction de bâtiments religieux à travers en fait l'accusation de discrimination. C'est par un article de la Convention de Genève. Néanmoins, on a là, avec ce premier jugement du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, puis il y a plus récemment sur la destruction des mausolées de Tombouctou, on a bien là un saisissement du judiciaire par le judiciaire du champ culturel, c'est-à-dire que véritablement la culture est entrée, les droits de la culturelle sont entrés dans le droit international. Mais néanmoins, ce bilan, ces effets positifs sont à nuancer, car on ne peut pas ne pas souligner certaines faiblesses, en tout cas certains échecs. Une des premières faiblesses, c'est justement son surnuméraire. C'est un état de fait qui a d'ailleurs motivé, il me semble, la formulation de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Son surnuméraire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cadres normatifs qui parlent des droits culturels, qui parlent des droits du patrimoine, qui parlent des droits humains. Et j'en veux pour preuve la présentation et l'explication de la Déclaration de Fribourg. Je cite, « À l'heure où les instruments normatifs relatifs aux droits de l'homme se sont multipliés avec une cohérence qui n'est pas toujours assurée, il peut sembler inopportun de proposer un nouveau texte. » Et la phrase qui suit explique la raison pour laquelle il propose un nouveau texte. « L'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme pâtissent toujours de la marginalisation des droits culturels. » Et de fait, ça a été dit également ce matin, la Convention de 2005 ne mentionne pas les droits culturels. Il y a eu un vrai retour en arrière. C'est la raison pour laquelle je dis encore que ce moment des premières années 2000 clôt un cycle plutôt qu'ils en inaugurent un nouveau. De même, si on regarde un peu dans le détail la déclaration de 2007 sur les droits des populations autochtones, on est absolument édifié de voir le contenu des articles qui ne font que rappeler les droits fondamentaux.
ce panorama un peu contrasté des acquis et de leur prolongement, le rappel de ces faiblesses, n'a que pour intention de montrer qu'on est dans une situation totalement différente aujourd'hui et qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte ce qui s'est passé en 2001. On ne peut pas ne pas prendre en compte le retournement de la situation internationale, la montée de la violence, de la haine, de l'intolérance. Donc je crois que quand on parle des droits culturels, c'est aussi avec ça que l'on doit, c'est ça que l'on doit garder à l'esprit aujourd'hui, et non un cadre lisse qui devrait être mis en œuvre de manière un petit peu magique. J'en terminerai par, au vu de après cette situation, musées et droits culturels. Quels peuvent être aujourd'hui les enjeux des musées dans ce contexte très contrasté que je viens de vous dresser sur les droits culturels? Donc face à une situation complexe qui est à la fois une inflation juridique et normative pour donner corps de plus en plus finement ou de plus en plus étroitement à la culture, et en même temps, de l'autre côté, un immense repli sur soi, une montée de beaucoup de violence et de haine. Qu'est-ce que peuvent faire les musées? Je crois qu'ils peuvent revenir tout simplement à leurs deux fondamentaux. D'abord, la mission première des musées, c'est de la documentation et l'approfondissement des connaissances, des cultures. Et le deuxième fondamental des musées, c'est cet acquis éthique que les musées ont contribué à construire, cet acquis éthique de la reconnaissance de la diversité de l'humanité qui permet de vivre ensemble et donc de contribuer au savoir vivre ensemble. Ces deux axes ont dirigé le travail des musées pendant toutes ces dernières années, depuis la fondation de l'ICOM, et ils sont pleinement explicités dans le code de déontologie qui en rend parfaitement compte. Je pense donc que la mission des musées est beaucoup plus vaste que la question des droits culturels, qu'elle touche à la construction de nouveaux savoirs et de représentations qui soient fédératrices du vivre ensemble. Alors, le défi des savoirs et de représentation aujourd'hui, c'est quoi? Je pense qu'il faut le mettre des mots devant les dangers, les défis, les enjeux. C'est d'une part l'immigration, la représentation de l'autre, l'altérité. Qu'est-ce que c'est qu'une société, Gabi en a parlé ce matin, avec des millions et des millions de réfugiés? Le deuxième défi, c'est le fondamentalisme religieux. Et donc, pour une société comme la France, la question de la laïcité. Et le troisième défi, c'est la transition climatique et la transition énergétique. Je ramène un petit peu d'environnement dans un débat culturel. Donc, en tant qu'institution de recherche, les musées, à mon sens, et je pense que l'UNESCO attend beaucoup de la communauté muséale pour cela, les musées doivent continuer à saisir, à documenter la diversité des cultures, à saisir leur complexité, y compris historique, pour réaffirmer leur équivalence. Et ceci, je crois, est d'autant plus important dans une société qui est très largement dirigée par des algorithmes qui ont tendance à fermer des communautés. C'est les algorithmes qui sont utilisés par les GAFA aujourd'hui et par tous les réseaux sociaux. Si on s'intéresse un petit peu à l'informatique, on apprend que, au contraire, ce n'est pas une ouverture au monde qu'on est en train de construire, mais ce sont des fermetures communautaires à travers des algorithmes mathématiques. Deuxième enjeu pour les musées, documenter et représenter le savoir-vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire savoir-vivre ensemble? C'est d'abord affermir une communauté de valeurs avant une communauté de droits. Cette communauté de valeurs, ce n'est pas moi je ne l'ai pas inventée, je ne fais que reprendre les termes et les travaux d'une très grande juriste française, Mireille Delmas-Marty, qui dit elle-même que devant l'échec de la communauté de droit, face aux affrontements à la violence et à l'intolérance, c'est dans la construction d'une communauté de valeurs que notre salut viendra. Voilà, j'en termine. Merci.
Merci Isabelle pour cette intervention extrêmement nourrie et dense qui suscitera, j'en suis bien convaincue, énormément de questions des personnes qui sont encore dans la salle. Peut-être certaines sont ébranlées. En tout cas, on est assuré que nous devons penser le musée d'aujourd'hui dans l'histoire très longue de nos sociétés et de nos politiques et dans une géographie et un espace qui est celui du monde. Et merci de cette invitation à cet élargissement de notre réflexion. Johannes, à vous de nous parler du code de déontologie. Je vais aller en chercher quelques exemplaires d'ailleurs parce que nous pourrons vous en donner si vous voulez à la sortie. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour m'inviter à Rennes et je dois 2-3 mots avant que je commence à parler du code de déontologie. J'ai pu passer un séjour magnifique en 1992 à Strasbourg. J'ai fait des études, j'ai eu une bourse de l'État français et je me suis juré, je me suis dit, chaque fois que je présente quelque chose en France, il faut que je répète donc ma gratitude et le grand merci à l'État français de m'avoir permis de commencer ma carrière et mes études à cette époque-là. Maintenant, je dois avouer que les droits culturels, ça ne me disait pas grand-chose avant de venir ici, mais j'ai beaucoup appris aujourd'hui et en fait, ce terme va m'accompagner et je le prendrai avec moi. En même temps, on avait déjà noté ce matin que certaines de ces notions et de ces droits existent déjà dans le code de déontologie, donc même si ce ne soit pas explicitement mentionné, mais les notions et la pensée, elle est là, ces idées. Un code de déontologie, et je vous... il y a, je crois, des exemplaires qui circulent. Vous pouvez trouver les textes en plusieurs langues dans l'Internet, en accès libre et très facile. Et je vous fortement conseille de lire ce texte. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un code de déontologie? Ça parle de l'éthique. Et pourquoi? Ça parle des relations entre les hommes. Donc ça parle des objets, mais ça parle surtout des relations entre les hommes qui sont en rapport avec des objets. Et vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je parle. Ce qu'il faut dire aussi, que ce texte n'a pas de valeur juridique. Ce n'est pas un texte de droit. Il faut le faire comme c'est écrit dans ce code. Ce n'est pas l'idée. C'est plutôt un document de référence, c'est-à-dire ce que nous avons fait dans notre musée, c'est de discuter ces paragraphes, ces textes et formuler des réponses, un positionnement de notre musée par rapport à ces questions relevées. Et je crois que c'est très important de garder à l'esprit, chaque musée doit, à partir du code de déontologie, donner des réponses propres à son institution, à sa situation spécifique. Si vous prenez le livre ou le code de déontologie, je commence par la fin. Et c'est la définition de musée. Est-ce que vous êtes au courant? Je pense que oui, la plupart certainement. Un musée, je me permets de citer, est une institution permanente à but non lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquérit, conserve, étudie, transmet et expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement, à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça le musée? Est-ce que ça a toujours été le musée? Est-ce que ça va toujours être le musée? Mais bien sûr que non. Les musées ont changé dès leur origine.
les cabinets de curiosité, les grandes collections des rois de France, les musées d'ethnographie du 19e siècle. Les musées sont des institutions culturelles qui changent, qui changent d'apparence et qui changent d'essence. Et ce code de déontologie n'est pas là pour essentialiser ce qu'est un musée. Non, c'est pour lancer une discussion et une réflexion critique. Alors, à l'intérieur d'ICOM, il y a déjà une réflexion sur comment on devrait adapter cette notion, cette définition du musée à une nouvelle situation et de reformuler ce que c'est un musée pour nous aujourd'hui. Comme on avait mentionné tout à l'heure, il y a les grands défis d'écologie, migration, démocratie, les inégalités, la montée du fondamentalisme, du racisme, tous ces phénomènes, on pense à l'intérieur de l'ICOM, doivent être pris en considération et on devrait reformuler la définition d'un musée dans le sens de lui donner beaucoup plus d'importance et d'impact dans les sociétés. Et ce qu'on pourrait critiquer avec cette version-là, c'est qu'elle est peut-être trop focusée sur sur les objets. Oh, pardon, je ne suis pas encore là. Alors, pardon. Deux remarques par rapport à ce matin que je voudrais adresser ici. Notre collègue Patrice a mentionné certains termes qui sont un peu peut-être curieux ou qui semblent pas très cohérents. C'est effectivement le cas. Quand vous prenez le texte et vous le lisez en tant que philosophe ou anthropologue, de très près et avec un peu de connaissance et surtout quand vous prenez des traductions dans les langues très diverses, vous allez découvrir des incohérences. Mais ça, je crois, ça c'est dû à ce genre de texte qui est un texte qui est produit autour des années, qui est revu, reformulé, reconfirmé. La première version date de 1086, je crois. C'est un texte qui évolue. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des mots, des notions qu'il faudrait critiquement peut-être changer et adapter. Tout à fait. Là, on avait heureusement déjà parlé du héritage, du patrimoine intangible et immatériel, et nous venons comprendre un peu le contexte historique dans lequel cette question s'est posée. Donc, je ne dois plus parler de ça ici. Mais il reste certaines questions que je vais relever tout à l'heure, comme par exemple la question de propriété, propriété légale, juridique. Ça, c'est quelque chose que je trouve il faudrait regarder de plus près parce que vous allez voir tout à l'heure, souvent cette question ne peut pas être répondue d'une façon très claire parce que les objets, au cours des milliers d'années, changent de propriétaire et changent leur statut, changent leur signification, etc. Et peut-on parler vraiment des termes juridiques, propriété, ça me semble une question assez difficile. Pour terminer cette petite introduction à ce que c'est ce code de déontologie, moi je voudrais souligner ou
conclure que ce texte, il faut le lire. Il faut le lire et il faut le discuter. Il faut le discuter au sein des musées et trouver des réponses, poser des questions et peut-être aussi le critiquer. Ça, je serais tout à fait heureux si, par cette présentation aujourd'hui, peut-être un ou quelques-uns parmi vous découvrent ce texte et le lisent. Le code de déontologie consiste de 8 grandes idées ou lignes principales que je vais vous présenter brièvement maintenant. Mais je ne vais pas faire une étude herméneutique en détail et je ne vais pas non plus réfléchir comment et pourquoi ce texte se présente aujourd'hui comme il se présente, mais je vais plutôt essayer d'illustrer ces principes par ma pratique en tant qu'homme de musée, en tant que conservateur, curateur, directeur adjoint d'un grand musée à Zurich, qui est le musée Riedberg. C'est un musée d'art extra ou non européen qui a été fondé en 1952. Et le musée Riedberg est une institution culturelle importante de la ville de Zurich. Nous sommes un musée municipal. Nous attirons environ 100 000, 120 000 visiteurs par an et nous avons une société, une association de membres de 4 000, ce qui pour la ville de Zurich est vraiment quelque chose de significatif. Et notre musée, pour finir, vit et est reconnu par ces grands projets d'exposition. Nous réalisons entre 2 à 3 expositions internationales à des thèmes très, très diversifiés. Passons maintenant au code de déontologie. 1. Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel, culturel et l'humanité. Nous avons déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire en détail? Chaque principe est expliqué par des petites notes où le texte devient plus précis, ce qu'on doit entendre par ce principe. Mais là, c'est le problème, c'est le défi. Vous comprenez tout de suite que plus vous rentrez dans un détail, plus ça devient compliqué parce que vous donnez un règlement qui marchera peut-être pour un musée, mais pas pour un autre. Et les musées dans le monde entier sont des institutions extrêmement diversifiées, parlant d'un petit musée local ou d'un grand musée national, d'un musée municipal. Enfin, c'est vraiment, il y a une variété, des variantes innombrables. Donc là, souvent le texte reste précis, mais en même temps assez vague. Et par exemple, si vous voulez acheter en tant que curateur un objet, et vous lisez, qu'est-ce que ça dit là sur l'accès, et puis vous comprenez, il faut que je documente la provenance de l'objet d'une façon complète. Ça, c'est une bonne idée, moi je suis tout à fait d'accord, mais dans la pratique quotidienne des musées, il faut discuter, une fois de plus, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que nous, en tant que musée, nous imaginons, comment on acquiert des objets, quelles sont nos règles, qu'est-ce que nous voulons mettre en pratique. Bon, les musées, qui détiennent les collections, les conservent dans l'intérêt de la société et de son développement. Là, une grande critique des gens qui ont dit qu'il faut absolument revenir sur aussi les textes
du code de déontologie. C'est des mots souvent utilisés singuliers et pas pluriels. Qu'est-ce que ça veut dire société? De quelle société singulier parlons-nous? Communauté, pareil, ce sont des termes assez flous, mais je n'arrête pas de dire, c'est un peu, il faut être pragmatique, il ne faut pas s'arrêter sur des mots et des concepts, il faut voir un peu l'ensemble du tout. Les musées détiennent des témoignages de premier ordre pour constituer et approfondir la connaissance. Et là, je voudrais ajouter un petit exemple, vous raconter un petit détail de mon travail. Notre musée a depuis, je dirais, 8 ans, lancé un grand projet dans le domaine d'éducation. Vous savez, la Suisse, l'éducation, c'est cantonal, c'est pas national. Donc, notre projet consistait à mettre en place un enseignement sur les grandes religions mondiales. C'est le canton qui a introduit un curriculum depuis quelques années où les élèves, les enfants apprennent des informations de base, mais concrètes et moi je crois important, sur les grandes religions mondiales, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, christianisme. 5. Judaïsme. Et pourquoi? C'est un enseignement qui est obligatoire pour tous les élèves et on veut que les enfants apprennent et connaissent les religions. On veut les rendre adeptes de comprendre pourquoi certains gens fêtent certains jours, pourquoi ils mangent certaines choses, ils ne mangent pas d'autres, pourquoi ils sont habillés d'une façon ou d'autre. Est-ce qu'on peut rentrer dans un temple hindou ou dans une mosquée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et ce genre d'enseignement nous est très cher et aussi au musée, on essaie de compléter cet enseignement par des ateliers, des cours, des conférences, des visites guidées pour les élèves, pour les enseignants, mais aussi pour les parents. Parce que nous sommes persuadés qu'il faut partager cette connaissance, il faut la transmettre simplement parce qu'on ne peut pas être tolérant étant ignorant. Il faut connaître, il faut savoir d'abord pour comprendre l'autre et pour pouvoir être tolérant ou pas. Mais il faut cet accès à la connaissance, au savoir. Et je passe au numéro 4. Les musées contribuent à la connaissance, à la compréhension, à la gestion du patrimoine naturel et culturel. On avait déjà parlé de cette tension entre naturel et culturel dont je suis tout à fait d'accord de ce qu'on avait dit ce matin. Les ressources des musées offrent des possibilités d'autres services et avantages publics. Comme je viens de le dire, ce genre d'enseignement nous semble très, très important et nous travaillons également avec des communautés différentes de Zurich. Et dans l'exposition qui est au musée actuellement sur ce prochain arrêt Nirvana, c'est une exposition sur le bouddhisme. Nous travaillons avec des bouddhistes de Zurich, des Tibétains, des Chinois, des Suisses, et ils sont dans les salles d'exposition à certains moments pour pouvoir discuter avec nos visiteurs.
Le musée Rydberg se distingue d'autres musées, je crois, par ses projets de coopération dans plusieurs pays du monde, dans le monde entier. Nous avons depuis des décennies des coopérations avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire, avec le Pérou, l'Inde et tout récemment avec le Pakistan. Pour nous, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment bien formulé dans le code de déontologie, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient au cœur du musée. Si nous possédons des objets venant de ces pays, nous sommes obligés d'avoir des projets de coopération. Il faut réaliser des expositions, il faut faire venir des gens, échanger des idées, faire des ateliers ensemble, publier, faire des recherches, mais il faut coopérer. Ça, je crois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le musée Rydberg accueille depuis des années des artistes, des scientifiques, des chercheurs du monde entier pour travailler avec nos collections et pour réaliser des grands projets. Je vais vous montrer tout à l'heure un tout petit exemple récent. Oui, numéro 7, les musées opèrent dans l'égalité. Bon, ça semble évident, mais quand même, il faut le dire. Pardon? Oui? Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, pardon. Les musées opèrent de manière professionnelle. Là, je vous renvoie au code de déontologie. Je voudrais maintenant vous montrer un petit film de 2 minutes. Et j'espère que ça... Non? Ça, c'était notre musée, d'ailleurs. Ah, d'accord. J'ai pas de son. I was struck by the beauty of Pardon, this. je recommence. I was amazed. I was struck by the beauty of this really monumental Buddha. How he's standing there with his hand, it's a very spiritual position. ये वो बुद्धा है जो 1909 में खुदाई के ज़रिए निकला था शहर बेलोल से। ये फर्स्ट सेंचुरी AD में बनी थी, यानी 8 से तकरीबन 2000 साल पुराने है। The Buddha was in the Peshawar Museum since more than 80 years. It has never been removed. I ask, do you think it's possible that we bring the Buddha for an exhibition to Zurich? If you see it like this, you cannot really realize how massive it is and how difficult and challenging is the transport. STC organized the meetings, initiated the contacts. आपको पता हो कि एक मुजस्मा उतारने में तकरीबन हमें 1 हफ्ता लगा। We dismantled the object here, we cut the walls, we caused a lot of disorder, and it was very difficult to move this object from the museum and to pack it. But finally, that everybody was so committed and worked so much together, it was also a very good surprise. I want to thank Pakistan that they give this Buddha out of the country to Switzerland. So it definitely the ties between Pakistan and Switzerland in a
completely unconventional way, I would say. So it's a message of trust and friendship. And to show also that in Pakistan there is a very diverse cultural heritage. And for us this is of course a very important step for the development of Pakistan. And Buddha now is waiting. People in Switzerland and Zurich should see him. Voilà pourquoi je vous montre ce film. Oui, pour faire la publicité de notre musée, non. Il y a quand même une importance ou une idée qui est directement liée au droit culturel par une information très pragmatique et concrète. Ce projet d'amener ou de faire venir ce Bouddha d'un musée de Peshawar au Pakistan où vous ne pouvez pas aller parce que Peshawar étant à la frontière avec l'Afghanistan est toujours une région pas très sûre, avec des problèmes avec les talibans, c'est quelque chose qui vraiment est toujours très dangereux. Et ce Bouddha, il est venu donc de Peshawar pour notre exposition, il va retourner à la fin du mois de mars. Ce projet a été soutenu et financé et payé par la Confédération suisse et par l'Agence pour le développement économique. Et ça, c'est remarquable parce que normalement, cette agence, cet argent peut être donné à des pays pauvres pour le water management, pour des projets sociaux, économiques très précis. Mais réaliser des projets culturels, ça, ce n'est pas évident. Et moi, je constate là, il y a un changement de perception et on était très heureux être soutenus par l'ambassade suisse et par les gens concernés qui ont dit, voilà, c'est important de faire venir ce Bouddha du Pakistan à Zurich parce que ça va changer la perception des musées au Pakistan. Ça nous permet de lancer des projets de coopération, de signer des MOUs avec le Pakistan. Ça va avoir un impact qui permettra le Pakistan de réfléchir sur le patrimoine culturel. Vous savez que ce n'est pas évident que le Pakistan soit fier du bouddhisme. Et la région d'où le Bouddha vient, le Gandhara, c'est une des régions les plus importantes pendant les 5 premiers siècles de notre ère pour que le bouddhisme sort de l'Asie du Sud et traverse l'Asie centrale pour arriver en Chine et au Japon. Le Gandhara, c'était vraiment une des régions géopolitiques très, très, très importantes pour le bouddhisme à l'époque. Et le Pakistan est en train de découvrir le bouddhisme en tant qu'asset, comme quelque chose qui peut attirer des touristes, qui peut changer l'image du Pakistan étant un pays des talibans et des bombes et de la terreur. Ça, il y a ces défis. Et moi, je trouve que c'est très important de coopérer avec des gens, des musées dans ce projet. Et les musées à Peshawar, il est très joli dans le film, mais la réalité de ces musées est souvent assez difficile. Ils ne font pas d'exposition temporaire, il manque du staff, les dépôts se trouvent dans une situation dont je ne parle pas ici.
Il y a et cette région du Pakistan connaît plus que 2000 sites archéologiques qui doivent entretenir et protéger. Bon, ce sont des grands défis. Donc, pour moi, c'est important d'avoir cette coopération avec le Pakistan, d'une part, d'implémenter le code de déontologie au Pakistan et de parler à des collègues là-bas et leur dire, voilà, c'est important que vous changez vos musées, il faut investir, il faut avoir des professionnels, il faut des directeurs qui savent ce qu'ils font. Il ne faut pas des bureaucrates, il faut changer de structure, il faut des ressources supplémentaires. Et là, le code de déontologie est quelque chose de très pratique et que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, c'est important de changer la perception du Pakistan à Zurich et on fait venir ce Bouddha pour notre exposition. Je crois qu'on a réussi vraiment à changer cette image qui est autrement assez sinistre. Avec ça, moi je voudrais conclure en disant ou en vous encourageant d'utiliser et de lire ce texte, ce code de déontologie, et de ne pas lire comme une Bible ou un texte juridique qu'il faut suivre, mais plutôt comme une invitation à discuter et à réfléchir et à critiquer. Et vous savez que le comité, il y a un des comités à l'ICOM est en train de redéfinir donc la définition des musées. Et d'autres comités comme le mien, le comité de déontologie, on est en train, constamment, on relit les règlements pour l'acquisition, financement des musées. C'est un processus. Ce n'est pas que ces textes, une fois formulés, existent pour toujours. Non, chaque année, il y a des textes qui circulent, de nouveaux textes, d'autres anciens qui sont revus, mais c'est un processus de discussion et je crois qui est très important. Et moi, je pense, ou j'espère que ICOM, qui aura un avenir beaucoup plus visible dans les pays qu'on dit du tiers-monde, dans les pays de l'Asie du Sud, qu'aujourd'hui. Parce que l'ICOM, c'est plutôt un club, malheureusement, des riches ou de quelques individus, mais la visibilité de l'ICOM dans ces pays qui ont vraiment besoin du soutien et du support, la visibilité elle est très, très petite. Mais maintenant, avec le Bouddha, je crois que c'est un bon signe, c'est un signe d'espoir. Et en ayant dit ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. C'est pas moi qui vais animer le débat, mais merci Yonès pour cette lecture extrêmement intéressante du code. Vous aurez compris, chers participants, que ni les droits culturels ni le code de déontologie ne sortent de nulle part. Ils viennent de loin et ils n'ont pas fini leur chemin. Et il me semble qu'une des leçons qu'on peut retenir de ces deux interventions de l'après-midi, peut-être de celle de ce matin aussi, c'est que comme professionnel de musée, si vous l'avez bien entendu, il vous appartient, vous en avez le droit, mais vous avez aussi le devoir d'enrichir ces textes
ces chartes, ces textes réglementaires, ces textes qui nous unissent tous. Je crois que le temps est venu de passer aux questions. Il reste une demi-heure pour les questions de la salle. Je suppose qu'il y en a beaucoup. Céline, vous ne voulez pas venir à ma place? Non. Enfin. Est-ce que... Non, je crois qu'on a suffisamment parlé. Je pense qu'il faut que ce soit les jeunes qui se posent peut-être des questions, justement, qui sont en formation, parce qu'on a la chance d'avoir au moins 3 masters différents, 2 de Rennes et 1 d'Arras, qui seront donc des futurs professionnels. Et c'est vrai que de la pause à déjeuner, alors moi déjà ça m'a posé des questions, mais ceux qui vont commencer à travailler, j'imagine que ça peut leur en poser aussi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils posent, enfin en tout cas qu'ils nous évoquent peut-être que les questionnements de ce matin posent aussi, enfin, en quoi les droits culturels, ce que ça pose comme enjeu vis-à-vis aussi de notre propre positionnement comme professionnel. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou sur les interventions de cet après-midi ? Sinon, moi, j'avais une question peut-être très... oui, Patrice, je passe... mais c'était une question très concrète parce que moi, je ne suis pas familière, enfin moins familière que certains d'entre vous, des échanges et puis des débats au sein d'ICOM France ou ICOM International. Je viens juste de postuler à un comité, puisqu'on nous a... Juliette, vous nous avez invités aussi à nous engager. Donc moi, je me suis engagée sur celui de la muséologie, mais du coup, sur celui de la déontologie, je me posais la question très concrètement, puisque vous nous avez dit que c'était un processus finalement, dans quel lieu et comment il est mis, on va dire, sur le métier pour prendre en compte au national et ensuite à l'international les évolutions et les grandes questions qui se posent. C'est bon? Oui. Mais je crois que c'est une question qu'il faut aussi poser à vous, parce que c'est le Comité national France. Nous, notre comité est un standing committee. On répond aux questions et on produit des règlements, des textes qu'on a demandé. On n'a pas des... Ou s'il y a des cas précis, des questions que le comité international nous adresse. Mais autrement, je crois que c'est dans la mise en pratique, c'est dans les comités nationaux. Je vais essayer de répondre à plusieurs choses, mais on va peut-être... C'est pour lancer la discussion, pour que vous posiez aussi des questions vous-même aux autres orateurs. Donc, Céline, vous faites allusion à l'incitation qu'on fait aux professionnels de musée pour qu'ils s'impliquent dans la vie de l'ICOM France, bien sûr, mais aussi de l'ICOM international. l'ICOM, je l'ai dit 2 minutes ce matin, mais je le redis maintenant, c'est une organisation non gouvernementale rattachée à l'UNESCO, hébergée à l'UNESCO, en lien extrêmement étroit avec cette organisation. C'est une organisation qui regroupe 40 000 personnes dans 135 pays. Et comme vous l'avez entendu cet après-midi, beaucoup avec vous, Jeannès, avec toi aussi, Isabelle, les pays sont d'une extrême variété. Dans certains pays, les musées vont être extrêmement riches, nombreux. Dans d'autres, ils vont être peu nombreux. Dans certains, il va être très facile d'avoir une activité indépendante de professionnels de musée. Dans d'autres, il va falloir que les professionnels soient combatifs parce que la culture n'est pas particulièrement valorisée. Donc cette organisation est extrêmement diversifiée et elle parle au nom de toute la communauté du mondial des musées. On est dans une période qui est assez intéressante, là, au moment où on tient ce débat, puisque tous les 3 ans, il y a une conférence générale qui, cette année, se tiendra au Japon, en Asie. Isabelle, tout à l'heure, a parlé de la place qu'a pris le Japon tardivement, mais de façon très importante dans les droits culturels et dans l'ensemble de ces réflexions. En Asie, donc au Japon, on va avoir une période d'élection
actions. Donc on va pouvoir proposer à un certain nombre de membres d'ICOM de se présenter dans des comités internationaux ou dans des comités transversaux comme ICOM repose sur donc 135 comités nationaux, puisqu'il y a 135 pays qui sont adhérents de ce code et de cette charte. Un petit peu moins de comités nationaux en réalité, parce qu'il y en a qui sont regroupés, mais entre 130 et 135. Et une trentaine de comités internationaux qui sont des comités thématiques qui, par leur thème, finalement retracent à peu près tout ce qui concerne la vie des musées, depuis la sécurité jusqu'aux collections, en passant par un certain nombre d'éléments très thématiques qui ne me sortent pas à l'esprit tout de suite, mais mes collègues vont compléter. Et à chaque fois, ces comités nationaux, comme ces comités internationaux, comme les comités transversaux, comme en est un, sont composés de gens représentatifs de tous les pays, et pour participer très activement à ces instances de l'organisation, eh bien, il faut s'y présenter, en avoir envie, en émettre le souhait. Et on est là, nous, dans un comité national, pour soutenir des candidatures qui sont des candidatures intéressantes dans les comités internationaux. On a besoin de Français, parce que Johannes disait que l'ICOM est un club de riches. Je ne sais plus exactement comment vous l'avez exprimé. Alors c'est vrai et pas vrai. D'une certaine façon, oui, c'est vrai. Quand on regarde finalement le financement de l'organisation, on s'aperçoit que c'est une organisation qui est financée pour l'essentiel par les pays riches. Mais il y a des effets qu'il faut savoir corriger. Les pays riches payent beaucoup plus. Les comités des pays riches payent beaucoup plus que les comités des pays pauvres. Donc ils sont évidemment... Ils occupent une place plus importante dans le budget. Néanmoins, je disais en aparté à Isabelle qu'un événement important s'est produit dans notre organisation au mois de juin dernier pour accueillir la conférence générale suivante, donc en 2022, c'est tous les 3 ans, la prochaine et cette année. Il y avait 3 très belles candidatures. Il y avait une candidature magnifique d'Oslo, il y avait une candidature très culturelle de Prague, et il y avait une candidature qui était pas extrêmement abouti d'Alexandrie, pas très abouti parce que ils n'avaient pas eu les mêmes moyens pour présenter leur candidature, parce que la ville d'Alexandrie est peut-être moins dotée pour pouvoir accueillir 3000 ou 6000 participants, et néanmoins au vote, Alexandrie est sortie loin devant Prague et Oslo réunis, ce qui montre quand même que la place des pays moins riches que riches à l'intérieur de notre organisation est en train de se manifester, et je pense qu'il faut l'entendre comme un signe très, très significatif et très important. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question de Céline. Alors, je vais peut-être être plus précise. Concrètement, on a bien compris que le code de déontologie, c'est un document qui reflète des valeurs éthiques et qui peut ou qui doit nous servir comme élément d'échange et de discussion au quotidien. Moi, mon vrai sujet, on a bien compris qu'il ne s'imposait pas aux législations nationales. Et en France, les musées ont le code du patrimoine. Concrètement, certains éléments, par exemple, si sur certains éléments... oui, mais même si ce n'est pas un document juridique, mais le code de déontologie avec la convention de l'UNESCO a fait que le gouvernement suisse a changé la loi. Donc, c'est pas, ça fonctionne de cette façon. C'est là où je voulais en venir, en fait, sur la question de la désobéissance, par exemple, par rapport à certains éléments de la loi ou dans différents pays. Et s'il y avait des exemples, si vous en servez comme un instrument politique, tout simplement d'action, dans notre action au quotidien. Mais, juste pour ce que je voulais dire, maintenant, la loi suisse est très claire sur le patrimoine, et toute exportation, importation de biens culturels doit suivre un règlement très, très clair. Et ça a été impliqué et implémenté en Suisse. Et moi, je crois que sans le travail de l'UNESCO et de l'ICOM avant, ça n'a pas été la même chose.
Ah, il y a une question après. Vas-y, Isabelle, non? Non, oui, juste un point, parce que je vois bien qu'il y a une interrogation sur d'où ça vient, à quoi ça sert, ce code de déontologie. Donc, rappelons peut-être une définition simple. Un code de déontologie, ce sont des principes éthiques traduits, appliqués à une pratique professionnelle. Ce n'est que ça. Donc, c'est un cadre, pour le coup, qui est prescriptif, mais non obligatoire. Comment ça s'est été créé? Je crois qu'il faut le rappeler de manière très simple. Le code de déontologie a répondu à un besoin de clarifier les pratiques d'acquisition des collections par les musées, et cela venait clore toute une série de batailles juridiques et politiques dans les années 60 et 70 sur la scène internationale, qui, suite aux demandes de restitution et de retour et de vérification de provenance des œuvres de la part de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays sources. Je pense que c'est tout à fait judicieux que l'ICOM France se soit saisi de la question des retours et restitutions. Donc, le code de déontologie, il répond d'abord à ce besoin de clarifier un certain nombre de pratiques d'acquisition. Donc c'est une sorte de... c'est de la morale, c'est de l'éthique. Après, il a pris en compte toute une série de besoins, d'attentes des sociétés, et il a évolué. Donc peut-être que les conservateurs doivent aussi... oui, ce sont des scientifiques, et en étant des scientifiques, on doit comprendre que c'est un texte qui a son historicité, et il se construit dans le temps. C'est sur ce point, précisément. Oui. Il faut briser là aussi les distinctions, ou bien c'est de la morale, ou bien c'est du droit, ou bien c'est de la politique. Un code de déontologie est un bon exemple parce qu'il prend des principes éthiques et va effectivement jusqu'à l'application professionnelle de ses devoirs, hein, c'est ce que ça veut dire. Et donc il est prescriptif si on veut, mais à chaque fois, et ça c'est vrai pour toute norme politique, inscrite dans différents ordres du droit, c'est qu'il a une partie qui l'interdit et une partie qui l'autorise. Mais ce n'est pas simplement un sens interdit, parce que les interdits sont, pour prendre l'étymologie, des dits qui traversent. C'est-à-dire, on ne doit pas faire ça, donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'acquisition pour respecter des libertés. Alors maintenant, le code, la nature, ce qui compte ici, c'est la puissance du texte. Et après, on peut très bien l'intégrer dans un contrat ou dans une loi. Dans ce cas, il devient juridique. Et donc, c'est deux questions différentes. C'est le contenu du texte. Et si on prend les droits de l'homme au niveau fondamental, vous avez dit tout à l'heure que c'était prescriptif, mais c'est d'abord l'ouverture de liberté. On ne va pas dire que l'obligation de respecter la liberté d'expression réduit les libertés. Ça n'aurait pas de sens. Donc l'obligation de définir les droits culturels vous ouvre un champ de liberté, mais un champ d'interprétation qui vous dit « attention, il y a des choses qui sont interdites ». Parce que si vous acceptez le mensonge, si vous acceptez la discrimination, le dénigrement, c'est cuit, c'est tout foutu, il n'y aura plus de liberté. Donc on est ici dans le domaine fondamental du droit, qui est le droit fondamental, en général le droit constitutionnel, ou des premiers articles des lois, qui définissent des principes, mais qui à chaque fois ouvrent des libertés. Et donc ça n'est pas des règlements. Donc bien sûr que la question des musées va au-delà des droits culturels, parce que les droits culturels vont aussi au-delà de la question des musées. On est en logique systémique, vous avez une inclusion mutuelle des systèmes, et vous êtes à un niveau fondamental qui vous dit que ce sont d'abord et avant tout des normes d'éthique politique, et qui s'inscrivent de différentes façons. Il y a beaucoup de voies dans le droit, et ici notamment du droit coutumier qu'on a dans d'autres domaines, et selon législation, on va leur donner. La déclaration de Fribourg a été, il y a déjà 10 ans ou 15 ans, engagée dans le droit des contrats d'un certain nombre de bureaux du ministère de la Culture. Et paf, ça devient directement contraignant pour ceux qui le font là. Donc on n'est pas dans une... Voilà. Et ce que vous avez évoqué sur la construction, disons, géopolitique des normes et les différentes évolutions, ça c'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui explique la création de ces normes internationales, et on pourrait dire de leur bricolage, parce que tout ça c'est du bricolage, mais qui ne justifie pas la substance des termes employés. Et le problème des normes internationales, c'est qu'une fois qu'elle est créée, on ne peut pas y toucher, parce qu'à chaque fois, ça a été tellement compliqué, et on ne veut pas réouvrir la déclaration de 48, parce qu'on ferait moins bien. En gros, c'est la crainte en tout cas. Mais en réalité, on peut avancer sur la structure.
Ce qui fait que je ne suis pas du tout de votre avis là non plus, en disant tiens, c'est plutôt la fin d'un cycle qu'un début. Pour nous, c'est complètement un début. J'étais à Mexico, la nouvelle entité fédérative du Mexique, qui est la Mexico City, avec ses 25 millions d'habitants, a intégré dans son article 12 tout ce qu'on a fait là sur les droits culturels. Et ça naît partout, n'est-ce pas ? Et ici en France, avec Réseau Culture 21, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure au début, je me suis plongé tout de suite dans le sujet. Eh bien, on travaille avec beaucoup de départements, avec des villes, des communautés d'agglomération, pour dire, mais comment, le même principe, vous avez des principes généraux, ce sont tous des chemins de réalisation et qui doivent nous inspirer dans la diversité. Mais chaque principe ouvre un espace d'interprétation, donc un espace de liberté, c'est ça qui compte. Bonjour, du coup je suis une des étudiantes parmi tant d'autres dans cette assemblée, je suppose. Du coup ma question va peut-être va se transformer en remarque malheureusement parce que je pense comme beaucoup de gens, j'ai un train bientôt et voilà, le temps est passé un peu trop, je viens de me rendre compte du temps. Juste une remarque du coup, moi en tant que personne un peu jeune du coup qui suis née dans fin des années 90, quand on parle de droit généralement c'est très vite associé au mot respect. Et je trouve que c'est un mot, en tout cas je ne l'ai pas entendu dans toute la journée, et je suis assez interrogative sur le pourquoi on n'a jamais entendu le mot respect aujourd'hui. Alors peut-être que je l'ai manqué, je ne suis pas infaillible, mais c'est un vrai questionnement, que ce soit un respect à la parole dans la journée vraiment de manière prosaïque, ce qui s'est passé aujourd'hui, le respect à la parole en général, et le respect, et on parlait tout à l'heure de comment est constitué l'ICOM, etc. Vous y avez remarqué par rapport au fait qu'il y avait peut-être un problème de richesse dans la constitution de l'ICOM à l'international. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de représentativité et comment vous, en termes de représentants aussi de l'éthique muséale à l'international, vous abordez ces questions-là, puisque c'est quand même un groupe de personnes, une communauté muséale qui s'adresse à d'autres personnes. Et il y a une forme de respect qui est sans doute tout à fait établie dans les actions qu'on mène avec les différentes communautés, différents publics, les différentes personnes. Mais en termes de, par exemple là dans le cas du Pakistan, je vous ai trouvé, en tout cas à l'extérieur, je trouve ça très compliqué de parler du code éthique à des professionnels qui ne le connaissent pas. Et c'est vraiment une démarche qui m'intéresse parce que étant donné qu'il n'y a jamais eu le mot respect, je me demande comment vous amenez ça, et en tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est très sensible et que ça a manqué aujourd'hui. Voilà, merci. En droit international, on dit « respect, protect, fulfill ». C'est-à-dire la première obligation, c'est de respecter. Vous avez parfaitement raison. Ceci dit, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Hein. Mais vous avez bien raison. Et respect considéré comme obligation négative, on ne peut pas toucher. Nous, on développe la première obligation positive de respecter, qui est d'observer. Voilà. Observer, observer. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'il faut savoir ce qu'on veut observer. La deuxième, c'est respecter, protéger, c'est-à-dire faire en sorte que les autres respectent aussi. Voilà. Et donc c'est là qu'il y a l'aspect de protection. Et ensuite, réaliser, développer, c'est une obligation de résultat. Donc là, c'est assez compliqué parce que c'est tous des chemins politiques, mais vous avez en gros 3 niveaux d'obligation. Merci. Je voulais dire un petit mot sur respect. Il me semble que je l'ai prononcé ce matin, le mot, mais peut-être de façon indistincte. En tout cas, de la manière suivante, en disant que ce code de déontologie, chaque membre d'ICOM s'engageait à en avoir pris connaissance et à le respecter. Alors, c'est peut-être pas dans ce sens-là que vous vouliez parler de respect, mais c'est quand même un mot qui est... J'ai insisté sur la force de cette obligation dans la mesure où elle concerne 40 000 personnes de par le monde. C'est donc pas 40 000 personnes de par le monde qui s'engagent à l'avoir lu et qui s'engagent à le respecter. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, ça c'est clair. Mais malgré tout, c'est une question d'honneur de ne pas dire qu'on va respecter quelque chose qu'on n'a pas lu. Il y a un deuxième élément, si j'ai bien compris votre question, autour de la représentativité.
s'agissant d'ICOM, hein, je ne parle là qu'au nom d'ICOM, tout professionnel de musée peut adhérer à ICOM et que des professionnels de musée. C'est-à-dire qu'on a une rigueur de sélection de nos adhérents qui sont des critères strictement professionnels. Il faut travailler pour et dans un musée et en apporter la démonstration, si ce n'est la preuve. Mais nous ne refusons pas un membre qui travaille dans un musée. Donc tout professionnel peut être membre de l'organisation du comité national français, puisque les adhésions passent par les comités nationaux, mais donc de l'organisation internationale. Et puis il y avait une troisième question, mais elle me sort de la tête à l'instant. Oui, je voulais juste citer, donc, il y a le paragraphe sur les restes humains et objets sacrés. Et là, le code dit les recherches sur les restes humains et sur des objets sacrés doivent s'effectuer selon les normes professionnelles dans le respect des intérêts et des croyances de la communauté, du groupe ethnique ou religieux d'origine. Donc ça, je suis certain, il y a d'autres vous le trouverez, le terme de respect, plus souvent dans le texte. Après, la question du respect, elle se pose à plein de niveaux. C'est vrai que c'est un préalable dans beaucoup de nos champs d'application, de notre pratique quotidienne. Enfin, je voyais toute la page 34 du Code y est consacrée par rapport à la question du respect des communautés d'origine. Dès qu'on détient, on va dire, dans des collections, des objets ou des documents qui sont liés à des croyances, à des pratiques. Et pas plus tard qu'il y a un an, au musée de Bretagne, on s'est posé cette question. Souvent, on a l'impression que la question des croyances et des pratiques magiques, elle relève du lointain, mais en fait, elle s'opère aussi au plus près de chez nous. Et c'est vrai que toutes ces questions-là se posent et nous devons y réfléchir et en échanger justement avec dans le respect effectivement des personnes qui ont, on va dire, qui ont toujours des pratiques et particulièrement dans le champ du contemporain finalement. Donc je pense que c'est un élément ouvert. C'est bien que vous y intéressiez en tout cas. Il y a une question à gauche et je crois qu'il y en a une autre. Bonjour, Sandra Razelouette du Musée des Beaux-Arts. Moi, j'aimerais revenir sur l'intervention de Madame Gabriel, que j'ai beaucoup appréciée. Vous avez commencé en parlant de l'échec des sociétés multiculturelles. J'aimerais que vous approfondissiez, si possible. Et vous avez parlé de culture et de sous-culture. J'aimerais aussi que vous approfondissiez sur les sous-cultures. Parce qu'à mon sens, s'il y a un échec des sociétés multiculturelles, ça n'est pas parce qu'elles sont multiculturelles, mais c'est plutôt à cause d'un problème sociétal. Enfin, je pense à la France notamment. C'est plutôt la constitution du pays, la manière dont on a parqué les sous-cultures, qui fait qu'il y a un échec multiculturel. Et si... Enfin, vous avez parlé de sous-culture, c'est ce terme-là qui m'a posé problème. Si elles sont considérées comme des sous-cultures, ça veut dire qu'il y a une culture qui est supérieure. C'est un terme maladroit. Oui, non, bien sûr. Merci d'avoir... Merci de poser la question. Merci de clarifier. C'est pas du tout ce que j'ai souhaité dire, même si objectivement, c'est ce que j'ai utilisé ce mot de sous-culture. Là, je parlais en termes de description typologique, c'est-à-dire comment l'UNESCO a procédé par grande... Enfin, j'utilisais pas un mot qui relève des cultural studies, c'est ça que je voulais dire. Donc, pas de culture nationale reconnue et sous-culture, non, pas du tout. C'était pas du tout dans ce sens-là, c'était plutôt dans la manière dont l'UNESCO a procédé de manière géographique, par aire culturelle, en approfondissant, par exemple, en partant... en prenant tout le continent asiatique, l'Asie du Sud-Est, le Cambodge, les Khmers, etc. Donc en affinant, en allant du global, on dirait aujourd'hui, vers le local. Donc c'était pas du tout de sous-culture par rapport à culture, grande culture. C'est au sens des années un peu 50-60. Donc pardonnez-moi si, en parlant vite, c'est ce que vous avez compris. Il n'y a pas justement
merci d'avoir rappelé cette notion de respect des cultures, de respect des peuples. Il y a absolument, et justement jamais, tout le travail de l'UNESCO essaye de faire la démonstration inverse, en quelle que soit justement je dirais la culture, son aire d'épanouissement, les communautés qui l'utilisent, sans qu'il y ait justement de manière de mesurer cela. Chaque culture est universelle pour l'UNESCO et c'est comme ça qu'elle réorganise ça dans une humanité commune. Voilà, c'est votre deuxième question. La première, oui, l'échec des sociétés multiculturelles. Alors bon, on ne va pas me saisir de votre question pour engager le dialogue avec mon collègue. Je pense que ça clôt un cycle parce qu'on a épuisé tous les montages intellectuels, théoriques, conceptuels autour des sociétés multiculturelles, des sociétés du pluralisme culturel, qui pour le coup est comment les sociétés doivent fonctionner. Je ne pense pas être grand clair en disant que, alors peut-être que la France est un petit peu à l'abri de cela, mais il ne faut pas être grand clair pour voir que non, ça n'a pas fonctionné. Il y a des pans entiers de la société qui, pour des raisons socio-économiques, pour des raisons strictement de racisme, d'intolérance, d'incompréhension, sont rejetés. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans des sociétés multiculturelles qui fonctionnent. C'est au sens du fonctionnement, bien sûr, que je présentais, que je disais qu'il y avait un échec. Oui, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a des choses qui fonctionnent mal aujourd'hui. Bonjour, donc je m'appelle Margot Louette, je suis stagiaire au département Loire-Atlantique, service patrimoine. Et en fait, je voulais poser une question, ça rapporte donc directement avec l'émergence et la reconnaissance des droits culturels. C'est un sujet un petit peu brûlant de l'actualité, c'est notamment les restitutions d'œuvres aux pays notamment africains, en Afrique. Et je voulais savoir quelle était un petit peu la place de l'UNESCO ou de l'ICOM sur cette problématique, parce que j'avoue que j'entends quelquefois, je vois certains articles de journaux qui parlent des positions des musées qui essaient d'expliquer ce qu'ils vont essayer de faire, voilà. Mais je ne sais pas trop ce que l'UNESCO et l'ICOM en pensent. Moi, je parle avec deux voix. Maintenant, en tant que travaillant au musée Rydberg, cette question, elle est très compliquée. Et le problème, c'est le débat actuel dans les médias, à la télé, radio, c'est tellement politisé et il y a des opinions articulées que je trouve extrêmes et très souvent plein de mensonges et enfin, il y a quelque chose de difficile pour les gens de musée. Alors, ce que nous faisons, nous, et notre musée aussi, depuis Macron a fait sa déclaration, ça ne s'arrête pas. Les coups de téléphone et les journalistes qui veulent savoir quand est-ce que nous, on va retourner nos objets en Afrique, etc. Mais la position que nous avons prise, c'est la suivante. Nous pensons que chaque objet n'est pas qui se trouve au musée Rydberg n'est pas automatiquement volé. Les musées sont obligés de faire des recherches et de comprendre l'histoire de leur collection et de rendre cette histoire transparente et faire accessible au public. Donc nous, depuis bientôt 10 ans, nous avons un chercheur qui travaille sur la provenance de nos collections. Et s'il y a des demandes de restitution et des exemples, on est tout à fait d'accord de restituer des objets. Ça, aucun dans nos musées a quelque chose contre. Mais cette phrase générale, on retourne tout, au pays d'origine, ça fait pas de sens parce que l'histoire des collections, elle est diversifiée.
beaucoup d'objets ne sont pas des objets volés. Ce sont des objets qui ont été vendus, achetés, qui ont fait des parcours très intéressants. Ça, c'était ma parole, pardon d'être un peu long, en tant que professionnel du musée. Dans le comité de déontologie ICOM, on va s'adresser à cette question, on va la discuter. Mais là, c'est un débat ouvert et qui prendra, moi je pense, beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre dans les mois qui viennent. Mais c'est un des thèmes les plus importants de l'avenir pour notre comité, je crois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Johannes Belz. Le sujet est mis dans l'actualité par la publication, la commande et la publication d'un rapport sur les restitutions d'objets provenant de l'Afrique subsaharienne. Nous allons organiser la semaine prochaine, le 20 février, très exactement, à ICOM, un débat sur cette question, une réflexion sur ce rapport pour donner des clés de lecture aux gens qui, comme vous, s'opposent un certain nombre de questions, parce que l'un des éléments de ce rapport, c'est qu'il s'adresse assez peu au musée et qu'il prend très peu en considération le professionnalisme et la recherche et le travail scientifique qui est mené sur les collections par les professionnels des musées. Donc on a lancé une soirée débat que vous pourrez suivre, mais probablement plus trop y aller parce qu'elle est quasiment pleine. Cela dit, on va l'enregistrer et on publiera après, qu'on a intitulé « Les musées par l'automusée », de façon à ce que les professionnels de musées puissent s'exprimer entre eux sur le travail qu'ils font sur les collections de provenance variée pour mettre au clair la question de leur provenance et répondre aux questions qui sont posées autour des restitutions. Voilà, donc on fera cette soirée débat le 20 février prochain dans mon musée, au Musée des Arts et Métiers à Paris. Très belle rencontre. Je pense qu'on pourrait peut-être la prolonger après, comme si vous voulez les musées en région parlent aux musées nationaux, puisque c'est vrai que l'année dernière, on a eu le catalogue des désirs qui nous est arrivé du ministère de la Culture, mais on nous a jamais demandé quels étaient nos désirs à nous aussi, les musées en région. Donc c'est vrai que c'est sans doute un sujet à prolonger, parce que je pense que c'est la question du dialogue entre les musées en général et pas uniquement au niveau entre les pays, mais tout simplement dans ce qu'on appelait la communauté. On va devoir libérer la salle. Alors une dernière question peut-être, et ensuite nous partirons en visite. Est-ce qu'il reste encore un micro ou pas ? Voilà, devant, une dernière question, et puis ensuite nous clorerons la séance. Bonjour. Déjà, merci pour toutes vos interventions. C'était vraiment très stimulant. Moi, je suis étudiante en première année de master médiation du patrimoine, donc je débute vraiment dans toutes ces questions. Toute la partie, du coup, sur ce que sont les droits culturels, qu'est-ce que ça représente, etc. Juste en première partie de journée, me donnait envie de m'intéresser à la partie vraiment contribution. Il y avait l'accès, etc., et la contribution. Et du coup, je me demandais si déjà, dans les musées, il y avait cette mise en valeur et cette prise en considération des droits culturels à travers le PSC, par exemple. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était déjà fait ou pas, parce que là, on en discute beaucoup au niveau théorique, même avec l'importance de l'UNESCO, de l'ICOM, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est déjà acquis et compris par beaucoup de musées, notamment par le biais de leurs projets, de leur PSC? Voilà, je sais pas si... Alors, je vais peut-être répondre, et puis on pourra prolonger dehors si vous voulez l'échange. Je vais dire, ça dépend de l'angle abordé dans le projet scientifique et culturel. Vous avez bien compris que la plupart des professionnels qui étaient là ce matin, ils portent des projets et des actions
qui sont effectivement dans le périmètre de cet enjeu des droits culturels, mais sans forcément les nommer. On a parlé de muséologie inclusive, Kelly Kian-Koto, à Douarnenez a utilisé ce terme-là, les démarches participatives, la question de l'écomuséologie, les musées de société ont eu cet angle d'attaque depuis très très longtemps, depuis la création des écomusées dans les années 60, et on rappellera d'ailleurs le rôle précurseur à l'ICOM d'Hugues de Varine, de personnalités que vous avez sans doute croisées dans votre parcours, Hugues de Varine ou Georges-Henri Rivière, mais on ne l'a pas forcément formalisé ou théorisé de cette manière. Alors je me dis c'est pas grave, puisque finalement ce qu'on cherche aussi aujourd'hui c'est la question d'un cadre opérationnel d'action. Par contre c'est la question des grilles de lecture et la question de l'évaluation, à mon sens, qui est intéressante de creuser. Donc je dirais c'est encore des éléments à poursuivre et à mettre sans doute sur le métier. Définir les objectifs de nos projets et évaluer, c'est toujours un élément difficile qui prend du temps, mais en tout cas c'est, je pense, un élément de vecteur d'amélioration sur lequel il faut qu'on s'astreigne, parce que c'est bien beau de mettre en œuvre de concevoir et de mettre en œuvre des projets scientifiques et culturels, encore faut-il évaluer à la fin, on va dire, du cadre temporel de ces projets. Je pense que l'occasion de la valorisation d'un patrimoine, si on ne prend pas des catégories de patrimoine, qui sont des catégories administratives nécessaires dans leur cadre administratif, mais qu'on prend l'idée du patrimoine dans ses multiples dimensions, comme la Convention de Faro, qui est une convention cadre, qui n'enlève pas les conventions particulières, mais qui donne un cadre éthico-politique. À ce moment-là, l'approche scientifique, au sens très large du terme, de croisement de savoirs, d'expertises différentes, de techniques différentes et de savoirs d'usage, va être tout à fait centrale et importante pour montrer les différents chemins de valorisation d'un patrimoine et donc de la jouissance que des personnes seules ou en commun, seules ou en communauté, peuvent avoir de ce droit. Donc on a une multidimensionnalité de la recherche qui a l'avantage de montrer la multidimensionnalité du lien entre des êtres humains et des objets, entre guillemets, patrimoniaux, quelle que soit leur dimension. Voilà, merci à tous de votre présence, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc, nous vous proposons, pour ceux qui auraient encore un peu de temps et l'envie de parcourir les espaces des champs libres, et notamment les espaces d'exposition, Manon Six, commissaire de l'exposition Rennes Lévy d'une ville, je crois, doit être... Voilà, elle est en haut de la salle et donc elle va guider ceux qui le souhaitent vers une visite de l'exposition Rennes Lévy d'une ville au musée de Bretagne. Merci à vous, très bonne fin de journée et très bon week-end. Et merci à ICOM France, à l'UNESCO et à l'ensemble de nos intervenants d'être venus ici. Les codes de déontologie, si vous voulez repartir, sont juste sur le devant de la scène.